Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous retrouver ce samedi encore sur Canal 2 International pour l'invité de la semaine qui reçoit un homme que vous connaissez certainement et qui fait l'actualité ces dernières heures au Cameroun. Il s'agit de Pierre-Emmanuel Bignam. C'est le secrétaire général adjoint du MRC, le parti du professeur Maurice Kamto, chargé de la communication des jeunes organes jeunes et femmes de ce parti de l'opposition au Cameroun. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on le reçoit. Alors, Pierre-Emmanuel Bignam, bonsoir. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Canal 2 International. Pour ceux qui ne savent pas qui vous êtes, si on vous posait la question en quelques mots, en dehors de votre casquette politique, vous vous présenterez comment? En quelques mots, je dirais que je m'appelle Pierre-Emmanuel Bignam. Je suis un homme marié avec beaucoup d'enfants. Et puis, je suis consultant senior dans des sociétés multinationales qui sont spécialisées en télécommunications. Et puis je suis un leader associatif, non seulement le MRC, je suis président de plusieurs associations qui œuvrent dans le social, bien évidemment. Donc voilà grosso modo qui est Pierre-Emmanuel Bignam. Je suis originaire du Union Ekele, du côté de mon feu père et de la Sanaga maritime, côté de ma feu maman. Et pour un homme qui est dans les multinationales, qu'est-ce que vous êtes venu faire dans la politique? Je n'ai jamais voulu travailler pour la fonction publique. Tout simplement parce que je n'apprécie pas la façon dont ceux qui nous gouvernent gèrent le pays. J'ai constaté que les fonctionnaires étaient très pauvres. Ils ne s'en sortaient pas, comme on dit communément dans le langage jargon naturel. Ils ne s'en sortaient pas et la plupart d'entre eux se retrouvaient dans des situations de corruption où il fallait raqueter à gauche, à droite. Je prends le cas de la police pour joindre deux bouts. Ne parlons même pas de ceux qui travaillent dans l'administration, par exemple, judiciaire. C'est-à-dire que les magistrats et tous ceux qui rôdent autour, les greffiers, ils se retrouvent dans des situations où il faut prendre l'argent à tel ou tel client pour faire passer son dossier, ainsi de suite, de telle sorte qu'à la fin du mois, qu'il ne compte pas uniquement sur son solde salarial. Et donc, cette situation m'a donné premièrement le dégoût de la fonction publique. Et sachant que la fonction publique est gérée par l'exécutif, c'est-à-dire que le président de la République, son gouvernement et les autres, du coup, j'ai commencé à aiguiser très tôt, depuis le lycée, un esprit critique. Mais vous ne critiquez pas pour critiquer? Non, je ne critiquais pas pour critiquer. J'étais le genre d'élève qui ne faisait pas des clubs du genre, le club espagnol, machin. Non, moi, j'appartenais à des cercles de réflexion, comme le club philosophique et tout ça, au lycée classique de DA. Donc, à partir de ce moment, j'ai commencé à développer un esprit très critique envers le régime. Je ne savais même pas encore en profondeur ce qu'ils faisaient, ce qu'ils avaient mis en place comme système de gabégie ou encore système de prévarication des biens publics. Mais quand je suis allé au supérieur, j'ai commencé à ouvrir les yeux sur la façon dont notre pays est géré. Et pourquoi vous avez choisi donc le MRC? Il y avait plein d'autres partis qui existaient déjà depuis. Quand on prend l'Union Ekele, EDEA et tout. Le MRC m'a bluffé. Commençant par le professeur Maurice Kamto lui-même. Il m'a bluffé dans son discours, dans sa façon de voir les choses. Son CV, pas CV dans le sens littéral, c'est-à-dire son CV dans le sens de la façon dont il a quitté le gouvernement. Quelqu'un qui a le courage de quitter la mangeoire, comme on le dit communément, quitter un poste de ministre dans le contexte du gouvernement de Paul Biya, où ils ont tous les privilèges. Parce que je me souviens qu'il y a un ministre, je vais citer son nom puisque son émission est rendue publique, le ministre Jean de Dieu Momo. On lui a posé la question à savoir, je pense en 2019 ou 2020, qu'après un an, c'était chez vous-même ce canal, après un an de service au poste de ministre, est-ce qu'il peut démissionner? Vous savez la réponse qu'il a donnée aux journalistes, il a posé la question aux journalistes à savoir, vous êtes fou? Il lui a demandé, vous êtes fou? Moi, démissionner des fonctions de ministre, donc, imagine ce que les gens sont capables de faire pour se maintenir au poste de ministre. Maurice Kamto a démissionné à ce poste. Il y a des ministres qui sont en fonction depuis 20 ans, il y en a qui sont en fonction depuis 30 ans et qui ont fait le tour de plusieurs ministères. Donc, on ne peut pas dire que quelqu'un qui a fait 7 ans, c'est le summum. Non. En date même, le gouvernement actuel récent, il y en a qui ont été nommés en 2013 et qui sont toujours en fonction, ça fait 12 ans. Donc, avoir le courage de démissionner, d'abandonner tous les avantages,
qu'un ministre peut avoir dans cette république, c'est quelque chose de très salutaire. Ça m'a bluffé. Et ensuite, le projet de société du MRC, parce qu'il ne suffisait pas de me limiter sur la personne de Maurice Kamto. Je me suis intéressé de fond en comble dans le sujet, dans le projet de société. Voilà, 2 points. La personnalité du président et le projet de société. Donc, sur le projet de société, quels sont les points, au moins 2 points qui vous ont... Les réformes institutionnelles. Réformes institutionnelles, ça m'a beaucoup bluffé. Et puis aussi le pilier économique sur le projet de transformer tous les secteurs de l'activité économique c'est-à-dire que industrialiser tous les secteurs de l'activité économique et les amener à une croissance substantielle. Ça m'a bluffé. Avec les réformes économiques et les réformes institutionnelles qui sont annoncées. Donc ça m'a bluffé aussi. Et vous avez décidé donc de militer avec lui? Oui, j'ai compris que le MRC est dans la mouvance de la rupture. Et moi, je suis un homme de rupture. C'est la raison pour laquelle j'ai adhéré au MRC. Et vous avez ajouté une autre casquette à votre tête, si je peux le dire ainsi. Aujourd'hui, vous êtes auteur d'un ouvrage, La Troisième République du Cameroun. Pourquoi décider d'écrire maintenant? Je décide d'écrire tout simplement parce qu'il fallait que je laisse ces traces non seulement à la génération contemporaine, actuelle, mais aussi aux générations futures. Parce que j'estime que après près d'une décennie de militantisme, de lutte politique, de débats télévisés, dans tout type de médias, des sorties dans les réseaux sociaux, ainsi de suite. Bref, il fallait que j'écrive. Il fallait que j'écrive, mais je n'ai pas choisi le genre littéraire, oui, voilà, du style littérature, la poésie par exemple, et tout cela. Non, j'ai choisi une littérature engagée. Parce que la littérature engagée sied avec ma personnalité et la lutte que je mène. La dédicace de cet ouvrage était prévue pour le jeudi 10 avril, malheureusement interdite par le sous-préfet de Douala 5e. Pierre-Emmanuel, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est un événement malheureux ou un incident malheureux qui s'est produit. Je ne sais pas pourquoi cela est arrivé. Ça confirme effectivement ce que je décris dans cet ouvrage, c'est-à-dire que la dictature. Nous sommes dans un état de dictature en réalité. Parce que vous ne pouvez pas me dire qu'un sous-préfet qui connaît la loi, qui sait comment ça se passe, et de plus il a un PhD en droit. Cela suppose qu'il est la personne la mieux qualifiée pour savoir interpréter la loi. Alors, en date du 21 mars 2025, cette année, j'ai déposé un dossier de déclaration de réunion publique dans les services du sous-préfet de Douala 5e. Et selon la loi, 3 jours plus tard, puisque c'est un vendredi, lundi, je me rends là-bas, je trouve que le récépissé de déclaration de manifestation publique ou de réunion publique a été signé par lui. Alors, on fait la procédure administrative qu'il faut déposer les correspondances dans les commissariats, gendarmerie, ainsi de suite. Je l'ai fait moi-même. Alors, je suis rentré avec mon récépissé qui date du 24 mars. C'est ça qui m'a permis d'accélérer les préparatifs parce que sans cela, je ne pouvais pas accélérer les préparatifs puisque nous, au MRC, on respectait la loi de toutes les façons parce que nous sommes un parti républicain. J'ai donc accéléré les préparatifs, j'ai loué la salle avec tout ce que cela comporte comme dépenses, des frais marketing, communication, publication, production des supports, de visibilité et tout cela. J'ai dépensé plus de 2 millions de francs CFA. La dédicace devrait se tenir ce jour, en face du parcours Vita. Il y a une salle de fête là qu'on appelle la salle de fête du Collège Nafan, qui appartient au Collège Nafan. Donc cette salle de fête n'est même pas sur la voie publique. C'est une salle privée qui appartient à un collège privé. Et donc je n'étais même pas obligé de déclarer cette réunion publique. Mais j'ai estimé qu'en tant qu'un homme politique, je suis une personnalité publique qui est très connue. Et donc je ne peux pas faire des choses comme une personne lambda. Et il y a d'autres personnes qui ont fait des dédicaces sans... Voilà, il y a des gens qui ont fait des dédicaces sans déclarer auprès de l'autorité administrative, puisqu'ils les tenaient dans des lieux privés. Alors, voilà comment, dans les préparatifs, moi je fais la communication avant-hier, mardi. La dame chez qui j'ai loué la salle m'appelle. Quand elle m'appelle, je prends son appel puisque j'étais au volant.
Je rétrograde, je prends son appel. Et je lui dis, elle me salue, elle me dit, Monsieur Bignam, il y a la secrétaire du sous-préfet qui est venue ici laisser une correspondance vous concernant. Je lui dis, ah bon? Je lui dis, il y a un problème? Elle dit, oui, effectivement. J'ai dit, de quoi il s'agit? Elle me dit, dans cette correspondance, il s'agit d'une interdiction. Le sous-préfet interdit la tenue de votre dédicace. Un rétropédalage. Un rétropédalage à 2 jours de l'événement, 2 jours avant l'événement. Or, le sous-préfet sait que selon la loi, il fallait me délivrer ça au moins 5 jours. C'est-à-dire que 5 à 8 jours. De telle sorte que je puisse saisir le tribunal de grande instance pour que le tribunal puisse annuler cet acte. Alors, mais il calcule qu'il reste 2 jours. C'est-à-dire qu'on est dans un système. Quand tout le monde a reçu les invitations. Quand les invitations, les gens sont. Tout est déjà payé. Les gens sont mobilisés à venir. J'ai les gens qui sont venus, qui devraient venir de l'Ouest, qui devraient venir du centre. On vous a dit quoi? Parce que j'ai vu qu'on a mis trouble à l'ordre public. Mais lorsque vous êtes allé vers la sous-préfecture, qu'est-ce qu'on vous a dit? Quand j'arrive à la sous-préfecture, première chose, sous-préfet, on me dit qu'il n'est pas là. On me dit qu'il n'est pas là. Je n'insiste pas, je demande une copie. Sa secrétaire, je ne sais pas sa secrétaire, c'est qu'une dame sort, elle me donne une copie. Et sur la copie, le sous-préfet a évoqué 2 motifs. Le premier motif, c'est qu'il dit que quand il observe la mobilisation qui est faite sur le terrain pour ma dédicace, elle s'apparente plus à une campagne politique qu'à la dédicace d'un livre. Vous imaginez ça? Donc le sous-préfet est entré dans le Congo, ça. Quand tu regardes le livre L'île, est-ce que tu vois une seule couleur du parti politique auquel j'appartiens sur c'est le vert, rouge et jaune, hein? Livre? Voilà, c'est le vert, rouge, jaune. Et c'est l'image du Cameroun qui est ici. Voilà. Donc, le MRC n'est pas estampillé ni son logo sur ce livre. Pareil pour les tickets d'invitation et pour tous les supports de communication que j'ai imprimés, payés. Comment vous êtes senti parce qu'il y a d'autres qui devraient aller au forcing. La décision que vous avez prise, donc, c'était quoi? D'annuler aussi complètement, de ne pas faire l'affront? Comment vous avez fait? Ce n'est pas le moment d'aller au forcing. J'économise mon souffle. Que le sous-préfet sache que le moment viendra bientôt. Je vais aller au forcing quand ils vont encore vouloir s'associer au RDPC pour voler nos voix, comme ils ont l'habitude de le faire. Là, c'est un autre visage de Pierre-Emmanuel Bignam qu'il verra. Mais pour l'instant, ce qu'il a fait hier, c'est une honte pour lui, c'est le sous-préfet. Et il n'a même pas daigné me rencontrer pendant 2 jours. Je vous assure que le sous-préfet n'était pas à son bureau. Je ne sais pas si c'est pour cela qu'il a déserté son bureau. Vous savez, la traîtrise, c'est quelque chose. Je pense que sa conscience le juge. Puisque la même personne avec qui j'ai sympathisé dans son bureau, à qui j'ai acheté un ouvrage, il est d'ailleurs auteur, à 20 000 francs, et qui a délivré le récépissé selon le respect de la loi, ne parvenait plus à ce qu'il me rencontre en face et qu'il voie mon visage. Parce qu'il n'était plus capable de justifier pourquoi un tel rétropédalage et le retrait de ce récépissé. Donc je pense que c'est pour ça qu'il a porté disparu, puisque je suis allé même chez le gouverneur. Je suis allé chez le gouverneur m'a donné une note signée d'aller rencontrer le préfet. Je suis arrivé au bureau du préfet, 5 minutes après, le préfet m'a reçu. J'ai posé le problème au préfet, le préfet me dit qu'il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire. Or, je sais que qui peut le plus, peut le moins. Il peut amener le sous-préfet à rapporter cet acte de forfaiture, cet acte arbitraire, qui a un caractère dictatorial. Parce qu'il est inadmissible qu'on empêche un auteur de présenter son ouvrage. Surtout que cette semaine, on a eu tellement de dédicaces où les gens ne sont même pas allés prendre des autorisations des sous-préfectures. Donc le préfet me renvoie le voir qu'en matière de troubles à l'ordre public, puisque c'est un autre motif, j'ai oublié. Deuxième motif, c'est troubles graves à l'ordre public. Vous imaginez une dédicace qui se transforme en menace de troubles graves à l'ordre public. Je pense que ce sont des motifs fallacieux. Le sous-préfet a reçu des ordres venant de sa hiérarchie au plus haut niveau. D'accord. Alors, 65 ans après l'indépendance du Cameroun, de nombreux politistes et hommes politiques, dont vous, anticipent sur la naissance de cette 3e République. De votre point de vue, quelles furent les caractéristiques de la Première République pour que vous arriviez à rédiger la 3e République aujourd'hui? La Première République était une république monopolistique, c'est-à-dire que c'est une république du parti unique.
imposée par le président Amadou Ahidjo, qui, au sortir de la guerre de l'indépendance, a estimé que l'hypercentralisation des pouvoirs à Yaoundé, c'est-à-dire que des institutions étatiques à Yaoundé, pouvait permettre non seulement de maintenir la sécurité nationale, promouvoir également la cohésion nationale et consolider l'État du Cameroun. Parce qu'on sortait d'une grande guerre, une guerre qui a opposé la France, l'armée française, au mouvement de libération nationale de l'UPC. Donc, Ahidjo a imposé en ce moment un parti unique. Il a instauré un système dictatorial. Il a piétiné toute velléité de partis politiques d'opposition, de promouvoir, c'est-à-dire que de multipartisme. Voilà comment est-ce que sur le plan politique, sa gouvernance est caractérisée. Maintenant, sur le plan économique, Ahidjo a posé les jalons, sinon les fondations, d'une économie nationale. Il a réussi à nationaliser l'économie camerounaise parce que au moins 90% des entreprises, que ce soit industrielles, qui ont été créées ou commerciales, ainsi de suite, étaient créées par décret présidentiel. Et au sein de ces entreprises, l'État camerounais avait la majorité des actions. Je prends le cas par exemple de la CELUCAM, de la LUCAM, de la SONEL, de la Société nationale d'investissement, de Campost, et toutes ces entreprises-là, Camchip, ainsi de suite. C'est l'État qui était actionnaire majoritaire, la CAMER également. Donc c'est une panoplie d'entreprises. Ahidjo a réussi à nationaliser l'économie camerounaise pour réduire en son temps l'écart qu'il y avait au niveau de la balance commerciale parce que le Cameroun dépendait entièrement des importations. Il a essayé d'équilibrer, mais elle était toujours déficitaire. Donc cela fait que le Cameroun a expérimenté quand même en ce temps avec ce système de nationalisation de l'économie et de la gestion de cette économie avec la main de fer parce qu'Ahidjo contrôlait tout. Il utilisait en économie ce qu'on appelle le dirigisme. Cela a permis au Cameroun d'atteindre certaines cimes en matière de développement économique, commençant par l'autosuffisance alimentaire que nous avons atteint à la fin des années 1970. Donc voilà globalement comment était caractérisée la gouvernance d'Amadou Ahidjo. Ça, c'est la première république. En quoi donc cette deuxième république était différente de la première que vous venez de présenter? Là, il y a des similitudes très fortes entre les deux républiques. La première similitude, c'est que la deuxième république est tout aussi dictatoriale, peut-être même pire que la première, mais avec beaucoup plus de subtilité. Okay? Pourquoi je parle de subtilité? Parce qu'il y a un semblant de démocratisation. Avec le vent de l'Est qui a soufflé après la chute du mur de Berlin en 1990, les États africains étaient obligés, avec les pressions de la communauté internationale, des mouvements, des partis politiques et tout cela, les pays africains étaient obligés de passer au système multipartite. Donc le multipartisme est arrivé au Cameroun. Paul Biya a cédé. Il n'a pas pu contenir la vague des protestations. Alors ça nous a donné un semblant de démocratie. Mais sauf qu'au fond, les lois qui ont été votées dans ce système de l'État unitaire décentralisé à partir de la Constitution de 1996, ces lois ne sont pas respectées. Elles sont de bonnes lois, mais sauf qu'elles ne sont pas respectées. Par exemple, le nouveau code de procédure pénale. Mais elles ne sont pas respectées par ceux qui nous gouvernent. Donc le Cameroun continue à être géré par la main de fer, malgré qu'il y a un semblant de démocratie, de multipartisme. En fait, une des caractéristiques fortes, c'est que l'Union nationale camerounaise, l'UNC, a muté pour devenir le RDPC en 1985 à Bamenda. Donc c'était un signal fort que Paul Biya était dans la continuité de diriger le Cameroun avec la main de fer. C'était un signal fort. Les Camerounais ne l'ont pas vu venir. Alors, maintenant, il y a des différences. Je dis que la similitude se situe au niveau de la dictature, au niveau, par exemple, de la privation des droits de l'homme, la violation des droits de l'homme. C'est flagrant, que ce soit sous le régime Ahidjo ou sous le régime Paul Biya. Sous le régime Paul Biya, je pense que ça s'aggrave même parce que sous le régime Ahidjo, les UPCistes ont été exilés par la faute de la guerre qui les opposait à l'armée française. Il faut préciser l'armée française. Ahidjo ne pouvait rien. Okay? Mais sous le régime de Paul Biya, les Camerounais s'exilent à cause de la répression policière et de l'oppression du peuple camerounais exercée par le régime Biya sur les citoyens camerounais. C'est différent d'une guerre totale que la France faisait contre l'armée de libération nationale de l'UPC. Dans la gouvernance de Paul Biya, sur le plan économique, c'est la catastrophe.
90% des entreprises de l'État créées par décret présidentiel que Ahidjo avait laissé en place et qui étaient des entreprises prospères ont fait faillite à cause 1 de la gabégie, 2 du népotisme, 3 de la corruption auprès du management de ces entreprises et au plus haut niveau de l'État, ce qui a fait que le Cameroun s'est retrouvé obligé, coincé, sinon coincé, de respecter les instructions des mesures drastiques qui nous ont été imposées par le Fonds monétaire international dans le cadre des plans d'ajustement structurel. Raison pour laquelle nous avons plongé dans une crise économique sans précédent qui continue aujourd'hui. Avec le taux d'inflation que nous observons, le pouvoir d'achat tellement faible, nous avons un SMIC de 41 875 francs CFA, c'est le plus bas en Afrique centrale, alors que le Cameroun possède 45% du PIB de la CEMA selon les statistiques de la Banque mondiale. Donc, c'est la déchéance économique sous Paul Biya. Mais tout n'est pas que noir aussi, hein, pour ne pas entrer complètement dans ce livre, pour permettre aux citoyens d'aller acheter, pour découvrir ce que vous avez. Qu'attendez-vous donc de la Troisième République? Tout n'est pas que noir, je suis d'accord. Dans le livre, je préconise qu'il faut que les Camerounais préservent les acquis que nous avons, que Paul Biya a pu nous laisser. Les acquis, ces acquis sont par exemple le peu d'infrastructures routières que nous avons, le peu d'infrastructures publiques que nous avons, comme par exemple les stades qu'il a fait construire, qui ne sont jamais finis, mais il faudrait qu'on consolide ces acquis-là. Les routes, Paul Biya, je loue aussi son effort de relier le Cameroun à ses voisins de la sous-région et du Nigeria, avec les routes transfrontalières qui ont été construites selon un très bon programme gouvernemental. Voilà les quelques acquis que nous avons. Qu'est-ce qu'on attend de la Troisième République? Bon, la Troisième République, c'est d'abord une constitution idéologique. La Troisième République que je promeux ici crée la rupture totale. Je ne dis pas qu'une rupture à moitié. Je dis bien l'île. Je parle de rupture totale. Cela suppose que dans la Troisième République, tous ceux qui ont travaillé dans le gouvernement de Paul Biya actuel, lorsque nous serons au pouvoir, ils ne travailleront plus avec nous. Nous allons continuer à travailler avec les fonctionnaires camerounais parce que les fonctionnaires sont les fonctionnaires. On ne peut pas changer de fonctionnaire. Mais tout ce qui concerne le gouvernement de Paul Biya, c'est la rupture. La rupture avec la France. Le système néocolonial qui nous a été imposé, qui voudrait que tout passe par la France, qu'on appelle généralement la maison mère, je ne sais pas, le Quai d'Orsay, pour que les choses avancent au Cameroun. Nous allons rompre les liens étouffants avec la France au niveau de la coopération militaire, la coopération économique, culturelle et dans toutes les dimensions de la coopération bilatérale que nous avons avec ce pays. Nous allons rompre avec le système de gouvernance non seulement d'Ahmadou Ahidjo et de Paul Biya. Parce que c'est un système, je vous ai démontré qu'il y a des similitudes. Ce sont deux systèmes qui ont des similitudes et donc des ressemblances. On va rompre avec ce système au niveau fondamental, c'est-à-dire qu'on va commencer à mettre sur pied des réformes institutionnelles. Et effectivement, vous voyez le comportement de sous-préfet de Douala 5e. Je décris ça ici. Lorsque je demande dans la Troisième République, qu'on ferme l'ENAM, l'École nationale d'administration et de magistrature, je préconise ça, qu'on ferme l'ENAM. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'un sous-préfet ou un préfet vous parle, il dit qu'il est au commandement. C'est ce qu'il va vous dire. Je suis au commandement à Vouri. Le préfet le dit. Je suis au commandement dans le département du Vouri. J'étais au commandement dans tel département. Donc pour eux, ils voient la gouvernance ou l'administration des citoyens camerounais sous forme de commandement. Déjà, ça démontre à quel point ils se prennent pour des super hommes, des chefs, pour des colons blancs, mais dans la peau noire, qui devraient oppresser les Camerounais, piétiner les droits des Camerounais. Donc je pense que quand on regarde même les résultats de ceux qui sont sortis de l'ENAM, au moins 80 à 85% de notre gouvernement, des différents gouvernements de Paul Biya, sont des produits de l'ENAM. Et on a vu où ils ont mis le pays aujourd'hui, beaucoup sont en prison. Donc cette école n'a pas produit quelque chose qui a pu contribuer à développer le Cameroun. D'accord. Ça a plutôt détruit notre pays, ça a plutôt fragilisé l'unité nationale, parce que ce sont les décisions de ceux qui sont sortis de l'ENAM qui nous font subir ce que nous vivons aujourd'hui. Donc j'estime qu'on doit fermer cette école. Oui, ça, mais les sous-préfets, les postes de sous-préfets et de préfets vont continuer à exister. On va intégrer leur formation dans les facultés. Les gens vont aller lire toutes les informations là dans le livre. C'est disponible où? Actuellement, c'est disponible dans les sièges du MRC, au siège régional. Et puis, on est en train de négocier aussi avec certaines librairies comme l'IPACAM à Akwa pour rendre ça disponible là-bas, peut-être d'ici demain.
Mais dans le siège du MRC, en l'occurrence à la région, il y a des stocks. Et puis il y a aussi une page sur Facebook où on peut commander directement, payer par Mobile Money, Orange Money et être livré dans les plus brefs délais dans toutes les villes et toutes les localités du Cameroun. Bientôt, d'ici la semaine prochaine, on aura un lien pour le paiement sur Amazon pour nos frères de la diaspora. Je m'en voudrais si on termine cet entretien, on va me donner une minute pour vous permettre de répondre à cette question. L'incertitude sur la participation du MRC à la prochaine élection présidentielle vous force-t-elle à limiter vos ambitions en tant qu'homme politique? Non, le MRC va participer à cette élection. Maurice Kamto sera candidat. J'ai l'habitude de le dire, qu'il pleuve ou qu'il neige. Maurice Kamto sera candidat. Mais pas sous la bannière du MRC? Non, même sous la bannière du MRC. Il y a cette possibilité et elle est forte à plus de 100%. Parce que le MRC a des élus. Prenez-le pour dit, nous avons les élus. La loi dit que si nous avons les élus, un parti politique a les élus, il peut être candidat, il peut présenter un candidat. Nous avons les élus, on ne va pas vous divulguer les élus ici là. Mais nous avons les élus, il faut que les gens le sachent. Kamto sera candidat sous la bannière du MRC. Okay. Donc toutes les trois possibilités sont ouvertes. Sous la bannière du MRC, sous la bannière de notre parti politique, l'opposition, et sous la bannière de la candidature indépendante. Maurice Kamto sera candidat. D'accord, donc ça ne limite pas vos ambitions. Vous allez, Nous allons gagner cette élection. Nous ne partons pas comme figurants dans cette élection. Nous allons gagner. Et quand nous allons gagner cette élection, on va fermer les NAM. On va fermer le TCS. Parce qu'une juridiction d'exception n'a pas sa place au Cameroun. On ne peut pas être en train de promouvoir l'état de droit et dire que certains citoyens sont des super-hommes, ont des avantages plus que les autres. On va fermer le Sénat. Parce que le Sénat est devenu budgétivore. C'est ce que je préconise dans le présent livre. Okay. Et je pense que je vais convaincre le professeur Maurice Kamto, le président Maurice Kamto, de le faire. D'accord. On va d'ailleurs donner ce livre à Junior Roussin, qui est chargé de la littérature à Canal 2 International. Il fait une note de lecture pour les téléspectateurs de Canal Matin, parce que c'est lui qui gère tout ce qui est littérature. Et c'est très important parce que tout ce qui vient des auteurs, tout ce qui est écrit, que ce soit des hommes politiques ou autres, c'est important pour la construction de ce pays. Il y a une mesure très importante. Voilà pourquoi ce livre, c'est l'avenir du Cameroun. Ce livre de Troisième République. Je comprends pourquoi il est frappé de censure, d'interdiction. Parce que imaginez, quand j'ai choisi la date du 10 avril, je ne pensais pas. Je sais que l'UPSA a été créé le 10 avril 48, mais ce n'était pas ce qui me revenait en tête. Et effectivement, les événements d'hier m'ont prouvé que j'avais raison. Donc, c'est Dieu qui guide ce livre. Dans ce livre, je préconise, par exemple, l'augmentation substantielle des salaires de tous les fonctionnaires camerounais. Au moins de 70% dans la Troisième République. Parce que l'un des épineux problèmes que les fonctionnaires camerounais rencontrent, c'est la pauvreté. Ils ont de très mauvais salaires, des salaires très bas, qui ont subi deux baisses successives en janvier 1993 et en janvier 1994 et qui n'ont plus jamais retrouvé leur niveau normal. Il faut qu'on augmente leurs salaires. Mais pour y parvenir, il faut toucher sur certaines pesanteurs telles que l'augmentation du budget de l'État. On doit l'augmenter au niveau des recettes fiscales. Et il y a une crise de confiance qui existe aujourd'hui entre l'État camerounais et les citoyens. C'est pour ça que les gens ne payent pas les impôts. Vous ne pouvez pas payer les impôts malhonnêtes aux gens qui gouvernent mal. Qu'on se limite là pour mettre un peu du sucre sur les lèvres des uns et des autres. Allez vous procurer ce magnifique livre de Pierre-Emmanuel Bignam, secrétaire général adjoint du MRC, chargé de la communication des jeunes organes jeunes et femmes dans le parti du professeur Maurice Kamto. Un magnifique livre. Ne regardez pas trop le MRC derrière parce qu'il s'agit de la construction de notre pays. Un magnifique ouvrage parce que généralement on colle beaucoup de choses. Non, qui regarde même au MRC. Si ça cadre avec l'idéologie du MRC, voilà. le parti qui va gouverner le Cameroun demain. Allez vous procurer donc ce livre-là. On va vous dire merci d'être venu à l'invité de la semaine et beaucoup de courage pour la suite. On a dit que pour faire la politique, il faut avoir le cardio, comme on dit au Cameroun. Mesdames, Messieurs, ça a été un plaisir d'être avec vous ce week-end encore sur Canal 2 International. On se retrouve samedi prochain avec un autre invité et une autre thématique. Bonsoir.